Donc, François Houllier, président directeur général d'Ifremer et président d'Allonvie. Donc, à côté de lui, Philippe Mauguin, président directeur général de l'INRAE et par ailleurs qui était donc le vice-président infrastructure de recherche. Nicolas Arnaud, donc directeur de CNRS INSU et vice-président d'Allonvie en charge de la prospective scientifique. Gilles Roussel, donc entre M. Houllier et M. Mauguin, qui vient de prendre place, et donc qui est président de l'université Gustave Eiffel. Et en fait, vous représentez le VP université qui siège normalement au bureau d'Allonvie et qui est Bernard Mathias, le président de l'université de Clermont-Ferrand. Mathias Bernard, pardon, merci. Alors, je tiens à excuser et à excuser Valérie Verdier. Donc, Valérie Verdier a fait l'essai des mobilités douces cet été. Et donc, elle a eu un accident de vélo qui a provoqué donc, plusieurs fractures. Elle a aujourd'hui testé la voiture individuelle pour venir de la banlieue parisienne jusqu'à nous. Et elle est donc coincée depuis ce matin 9h dans un taxi. Donc voilà, vous la voyez en direct. Donc elle va intervenir. Et donc elle va intervenir du taxi. Alors cette deuxième table ronde, comme on l'a dit, c'est le passage de témoins, donc vu un petit peu donc du bureau d'Allonvie et des vice-présidents et des présidents d'organismes. Parce que donc si on lit bien le rapport Gillet, il prévoit la disparition des alliances de recherche, exception faite pour l'heure de celles dédiées aux sciences humaines et sociales. Et concernant le champ couvert par Allonvie, donc je cite le rapport Gillet, il dit qu'il faudra nécessairement veiller à ce que des champs larges et potentiellement communs à plusieurs thèmes, comme l'environnement par exemple, soient suffisamment couverts au sein des différents programmes portés par les agences, tout en étant coordonnés pour éviter les redondances. Et on vient de le voir, Allonvie assurait un petit peu cette mission, c'est-à-dire qu'à travers les groupes de travail infrastructure ou scientifiques, on voyait bien qu'il y avait bien cet effort de coopération pour éviter les redondances. Donc je vais peut-être laisser la parole au président de l'Alliance pour qu'il nous dise comment il voit ce passage de témoins et comment il voit la transition, parce qu'il y a bien l'étape du passage d'Allonvie aux agences de programme, avec un message peut-être particulier quand les agences de programme fonctionneront à plein régime. Oui, alors d'abord, je crois qu'effectivement, dans ce qui a été dit dans le rapport Gillet, dans certaines interventions formelles ou informelles qui ont pu avoir lieu après, on voit bien qu'il y a, si je caricature un peu violemment et excessivement les choses, on va dire qu'il y a trois catégories ou trois situations. Il y a d'un côté des situations où il y a une sorte d'évidence, mettons le cas de la santé, qui semble être on voit bien, et encore, hein, il y a plein d'autres acteurs, mais quand même, voilà. Il y a à l'autre bout du spectre, et je dis, j'allais être caricatural de façon volontairement violente, comme ça s'appelle. À l'autre bout du spectre, on voit bien les sciences sociales. Moi, j'ai présidé une communauté d'universités et d'établissements où il y avait un peu de sciences sociales, la Sorbonne Paris-Cité. Et donc, on voit bien là qu'il y a une immense dispersion avec, en fait, un premier acteur qui est l'acteur universitaire dans sa diversité. Et puis, Allonvie est un peu dans une situation un peu intermédiaire, si je fais cette typologie un peu brutale. Voilà. Donc, on comprend à ce titre-là qu'il y ait besoin de continuer à assurer ce que j'évoquais tout à l'heure en termes de transversalité, c'est-à-dire que les sciences de l'environnement n'arrivent pas à se résumer à seulement des enjeux qui seraient de climat, de biodiversité, ou seulement d'agriculture et d'alimentation, ou seulement d'océan, ou seulement de... Voilà. Donc il y a cette question-là qui va sans doute amener à une forme de transition plus douce. Pour revenir sur ce qui a été dit alors après, comment ça va se faire, on verra en fonction de la vitesse à laquelle les choses se mettent en place du côté des alliances. Moi, je voulais peut-être revenir sur 2-3 choses. Alors, je ne vais pas redire des choses sur ce qui a été présenté dans la table ronde numéro 1, mais voilà, qui montre bien quand même qu'il y a eu une forme d'utilité collective sociale. Hein. Sur les infrastructures, c'était très clair, je suis d'accord. Sur l'accompagnement d'émergence, c'est pas Allonvie qui a fait sortir les PEPR, mais Allonvie à certains moments où tel dispositif d'Allonvie a servi à accompagner ou à faire aider l'émergence, c'est ça qui a été présenté.
Sur l'international, c'est assez discret, mais finalement, ce qui a été présenté tout à l'heure est pas négligeable. Hein, que ce soit... Alors, Valérie Verdier qui préside. Voilà. Donc, j'ai oublié de dire que Valérie Verdier est vice-présidente du groupe international Europe et Sud. Et donc, elle a prévu, dans son intervention, elle a prévu une présentation justement du bilan du groupe de travail à l'international. Après, dans les autres choses qui n'ont pas été évoquées, qui permettent de revenir aussi un peu sur des points un peu plus longs, y compris hors de la période 2017-2022, il y a eu des moments où il y a eu des productions remarquables. Et une des choses, alors moi je repense à la COP21, parce qu'il y avait eu une conférence scientifique organisée Our Common Future Under Climate Change, 2200 personnes, en juillet 2015 à l'UNESCO et à Pierre et Marie Curie. Il y avait eu la scénographie du pavillon de la France à Milan 2015, l'Expo universelle. Il y a eu des prospectives, dont une qui s'appelait Seine en vie, qui n'a pas été complètement bien valorisée, mais qui analysait toutes les prospectives environnementales qui étaient faites dans le monde et qui essayaient de repérer les points forts et les points faibles. Ces choses-là, moi, que je trouve assez remarquables, elles ont comme particularité d'être pas liées à un établissement unique. Quand il y a eu Our Common Future Under Climate Change, ça intéressait la COP21, ça intéressait tout le monde, quoi. Et donc, dans ces moments-là, on voit qu'il y avait une capacité à faire quelque chose qui était, pour le coup, comme je le disais tout à l'heure, très, très transverse. Dans les autres choses qui me semblent avoir été un peu évoquées tout à l'heure, mais qui sont, me paraissent importantes dans ce que fait à l'envie, qu'il va falloir d'une certaine manière faire perdurer, c'est l'abaissement des barrières de potentiel. Il se trouve que je dois être un des plus anciens dans cette affaire, c'est pas un avantage, mais moi je me souviens quand l'envie a été mis en place et quelques réunions entre le CNRS et l'INRA, particulièrement stimulantes, qui se passaient rue Michel-Ange, de la barrière de potentiel, il y en avait. Et j'imaginais mal dans ces circonstances-là le genre de discussion qu'on a pu avoir en conseil de l'envie où, par exemple, une fois, on a dû passer 1h30 en conseil à passer en revue les idées de PEPR que chacun des établissements était en train de porter. Et ça s'est passé de façon tout à fait à la fois courtoise, intéressante, stimulante, positive. Je parle sous le contrôle de Pascal et de Sylvain. Et je pense que quand je parle d'abaissement de barrières de potentiel, c'est quelque chose qui n'est pas très concret, mais qui est une forme de ressource implicite qui a été évoquée dans la première table ronde et qui peut être ensuite mobilisée. Et puis dans les choses qu'on a peu évoquées, mais même si ça a été dit, c'est cette présence aussi auprès de l'ANR qui s'est construite dans la durée. Essayer de réimaginer ce que c'était que les relations entre l'Alliance en 2010, 2012, 13, 14 et l'ANR et ce qu'elles sont devenues. Je pense que voilà, il y avait une forme de co-construction qui était positive. Inversement, quand on relit ces choses-là, et quand on regarde le fonctionnement interne de l'Alliance, et vous savez peut-être qu'on a fait un bilan des différents GT, GET et autres dispositifs. Finalement, une lecture qu'on peut avoir, et je ne vais pas en citer un plutôt qu'un autre, c'est que les GT étaient d'autant plus dynamiques qu'ils étaient par essence très interorganismes et qu'il n'y avait pas, entre guillemets, un établissement très prépondérant dans le dispositif. Donc on retrouve là aussi quelque chose qu'il faut garder pour le futur. Puis dans les choses qui n'ont pas forcément bien fonctionné, parce que moi j'ai insisté sur la transversalité, mais on voit bien qu'il y a des moments où il y a des liens avec les autres alliances qui peuvent être en jeu. Alors ça, sincèrement, on a fait quelques efforts. Il y a eu un ou deux événements, il y a eu quelque chose qui a été fait, notamment grâce à Ancre, il y a 1 an ou 2, là, il y a eu un atelier, toute une série de choses avec un document qui a été produit. Mais par exemple, dans le domaine santé-environnement, on a été régulièrement sollicité, y compris par le ministère de la Recherche. On a régulièrement essayé de monter des choses et régulièrement, on n'y est pas vraiment arrivé. Alors on peut dire que c'est intrinsèque, que c'est lié au... Voilà, bon, c'est aussi lié au fait qu'il n'y avait pas de moyens. Et que d'une certaine manière, à partir du moment où il n'y avait pas de moyens alloués de façon très claire à ça, c'était pas forcément facile de faire tomber la barrière de potentiel qu'il pouvait y avoir entre une communauté plutôt tournée vers la santé, une tournée vers l'environnement, même si elles avaient objectivement plein de choses à faire ensemble.
Bon, et puis dans les choses qui ont moins bien marché et qui font que la donne va être complètement différente avec les agences de programme, comme elle est déjà d'une certaine manière différente avec les PEPR, c'est l'absence de moyens directs. Parce que, enfin, faut se le redire très tranquillement, l'Alliance à l'envie, c'est chacun des établissements y contribue pour une dizaine de milliers d'euros par an. Donc avec ça, on va pas faire des choses extraordinaires en termes de programmation. Quand vous avez en face des PEPR comme ceux qui ont été présentés ou 53 millions d'euros sur un particulier, vous n'avez pas tout à fait, même si c'est étalé sur plusieurs années, même si voilà, on fait pas les mêmes choses. Et ça, ça a été très bien dit dans une réunion récemment avec le cabinet du MTCT, c'était très bien dit par Gilles Bloch, le nouveau président du muséum, qui parle d'or en la matière, parce que voilà, il a connu d'autres dispositifs. Voilà, l'absence de moyens a été quelque chose de radicalement pénalisant. Donc voilà, donc je pense que ça fait partie quand même des éléments de contexte un peu forts pour comprendre comment on va se projeter dans les temps qui viennent. Parce que je peux peut-être dire, sans parler pour le coup d'océan du tout, mais ok, on verra ça tout à l'heure. je reviendrai. Donc pour l'heure, il semblerait que dans le périmètre d'Allenvie, donc il semble, on attend les annonces, que 2 agences de programme puissent voir le jour. Donc on parle bien au conditionnel, l'une animée par le CNRS, donc climat, biodiversité et société durable, et l'autre animée par INRAE sur agriculture, alimentation, forêt et ressources naturelles. Philippe Mauguin, donc je vais vous laisser la parole en premier. Donc est-ce que ce périmètre possible est bien celui-là, donc, et comment vous imaginez, donc peut-être pouvez-vous nous définir un peu qu'est-ce qu'on attend de ces agences de programme, c'est quoi l'objectif, c'est quoi les contours, qu'est-ce que ça va faire et qu'est-ce que ça pourra garder d'Allenvie par exemple. Oui, merci, bonjour à toutes et tous. Oui, effectivement, on est dans un moment, François l'a bien dit en introduction, on attendait d'avoir des arbitrages pour pouvoir présenter, discuter avec les collègues de la façon dont les nouvelles agences de programme pouvaient s'organiser. Le calendrier s'est un petit peu décalé, donc on est dans un moment où c'est pas complètement facile. Le périmètre, il a été discuté de façon d'abord un petit peu resserrée entre les organismes de recherche dits du G5, c'est-à-dire les plus gros, avec le CNRS, l'INRAE, l'INSERM, l'INRIA, le CEA, le ministère de la Recherche, ensuite élargi par le ministère de la Recherche avec les autres organismes de recherche qui sont tout aussi éminents et un certain nombre sont dans la salle pour partager les infos. Nous, on en a un petit peu discuté dans le cadre d'Allenvie. Et puis, il y a une phase qui n'est pas complètement finie d'interaction entre le ministère de la Recherche et les autres ministères, parce qu'évidemment, ça intéresse beaucoup les autres ministères. Et le MESR essaye d'avoir une forme de consensus interministériel sur les périmètres. Et donc c'est ça qui est encore universités, donc la place, parce que vous avez dit donc G5, ensuite aux autres organismes et les universités avec les et autres les organismes. Universités bien sûr, G5 et G7, très bien vu Stéphanie. C'est vrai que assez rapidement, sur toutes les étapes importantes, on a eu cette discussion-là. Parce que sans être trop long sur le rapport Gillet, la plupart d'entre vous l'ont lu, mais il ne parle pas que des agences, loin s'en faut. Il essaye de proposer à la fois un renforcement de la recherche et de la science en France, de la science en société, de la prise en compte par les pouvoirs publics des enjeux scientifiques. Et il propose de clarifier, entre guillemets, le paysage de l'ESR, qui est riche dans notre pays, en proposant que les organismes nationaux de recherche soient plutôt des pilotes de la stratégie ou des animateurs, puisque il y a aussi évidemment des choses qui relèvent des pouvoirs publics, mais des animateurs de la stratégie scientifique dans leur grand domaine de compétences, et que les universités soient les chefs de file du continuum recherche, formation, innovation dans les territoires. En gros, voilà comment on a pu lire le rapport. Et du coup, ces travaux avec le G7 et les autres organismes de recherche, donc G7 c'est pardon, excusez-moi de cet acronyme un peu barbare, c'est France Université et UDIS, mais Gilles y reviendra peut-être. Donc c'est la représentation des universités avec lesquelles on discute depuis déjà bien avant le rapport Gillet, mais avec qui on évoque ce travail-là. Donc, les annonces qui pourraient être faites par les pouvoirs publics dans les prochaines semaines tourneraient à la fois, j'imagine, sur l'évolution de l'organisation des ONR, des missions qui leur sont confiées, notamment en plus de leur mission d'opérateur de recherche. Et là, je reprends des propos de la ministre à l'Assemblée nationale la semaine dernière, donc je suis complètement à l'aise. Elle a dit c'est bien en plus de la mission d'opérateur de recherche
qu'on pourrait demander aux organismes, aux grands organismes de recherche, d'avoir une mission d'animation de la communauté scientifique. Et à côté, il y a aussi des discussions pour voir comment on renforce et on clarifie le rôle des universités pour animer l'écosystème. Donc en gros, c'est un peu schématique, mais les ONR essayent de mobiliser toute la communauté scientifique, organismes, universités, écoles, dans un champ donné, plus ou moins large, et dans les territoires, c'est les universités qui se voient confier ce rôle. Donc on est parti là-dessus, et puis après, ben voilà, on a ces discussions, et on voit effectivement que dans le champ de l'environnement, mais Nicolas y reviendra pour ce qui est du CNRS, pourrait nous être confié l'animation d'un territoire qui est très pluridisciplinaire, voire transdisciplinaire, autour des systèmes alimentaires sains et durables, de l'agriculture, de l'alimentation, des ressources naturelles qui sont très liées à ça. Comment parler d'agriculture durable sans parler de biodiversité? Comment parler d'agriculture durable sans parler d'eau? Comment parler d'agriculture durable sans parler de sol? C'est évidemment difficile à imaginer. Comment se projeter dans la forêt de demain sans penser aux questions du climat? C'est évidemment pas possible. Donc ça, c'est au cœur du périmètre sur lequel on discute. Avec cette difficulté, je le reconnais, c'est que tant qu'on n'avait pas les arbitrages interministériels, on n'a pas pu en discuter, enfin là on le fait un peu aujourd'hui, de façon ouverte à toute la communauté scientifique. Donc on a interagi avec les directions d'établissement, mais pas jusque-là avec la communauté. Alors, quelle mission, quelle différence, quelle transition par rapport aux alliances? Pour moi, idéalement, si déjà c'est confirmé, une fois qu'on connaîtra les périmètres, on devrait avoir des lettres de mission qui soient confiées à ces agences de programme et qui, elles, auront vocation à être claires et connues. Et je pense qu'on attendra de nous à la fois d'avoir la même collégialité, la même ouverture, la même inclusivité qu'ont eu les alliances, et qu'on puisse amener quelque chose en plus, parce que c'est juste pour faire exactement la même chose, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt, et qu'on puisse amener en plus une forme de valeur ajoutée qui est liée aux connaissances accumulées dans nos établissements, à la force de frappe éventuellement, aux moyens qu'on pourra avoir, sans que ça soit des moyens sur l'animation, sur la prospective, etc. Donc les grandes missions qui sont évoquées déjà dans le rapport Gillet, donc je ne fais pas des grandes révélations, hein, mais c'est l'animation de la communauté scientifique, ça c'est assez bien ce qu'on a fait dans les alliances. Ce qu'on n'a pas forcément fait, à ma connaissance, en tous les cas récemment, c'est une forme de veille scientifique internationale et un parangonnage. Et si ça a été fait dans les groupes de travail, on ne l'a peut-être pas suffisamment porté au niveau du pilotage de l'Alliance. Enfin, on ne s'est pas senti d'ailleurs complètement légitime pour faire la carte de la recherche mondiale et de dire attention, il se passe ça, les États-Unis sont là-dessus, la Chine monte en puissance, qu'est-ce qu'on fait nous? Et je comprends, on verra, mais que ça fait partie des missions qui pourraient nous être confiées pour que donc à la lecture de la connaissance de la communauté scientifique française, de ces remontées bottom-up sur ses attentes, ses propositions, les fronts de sciences nouveaux, de la connaissance de la recherche mondiale, croisés avec des grands défis, qui seront ceux des thèmes ou des périmètres qu'on nous confiera, on soit force de proposition. Et après, on a je pense, les missions qu'on devrait avoir à continuer de chouchouter nos PEPR, et dont certains, et tant mieux, seront transverses, possiblement à 2 agences de programme. On a un très joli PEPR sur le microbiote, la santé, qu'on copilote avec l'INSERM. Il est très important pour notre champ alimentation. Il sera très important, je pense, pour le champ santé que pourrait piloter l'INSERM. Et que dire de Présode qu'on a coporté avec l'IRD, Valérie nous écoute et elle est très impliquée aussi, et le CIRAD, qui est à la frontière de potentiellement de plusieurs agences de programme demain. Donc je pense qu'on aura, et c'est là un des messages que j'ai pris de la première table ronde, à être attentif à ça. C'est-à-dire qu'on ne soit pas juste sur nos périmètres à vouloir être au top, mais qu'on soit, et grâce notamment au PEPR, mais pas que au PEPR, attentif aux interfaces, et que là-dessus, on soit un peu meilleur que les alliances, parce que comme le disait François, c'est vrai que nous, en particulier INRA puis INRAE, on avait quand même un peu de mal sur certains sujets à être entendus par Avicent, sur des sujets transverses avec Alenvie, ou par Ancre, sur l'énergie, sur les sujets de la bioéconomie du carbone renouvelable, qui étaient pourtant super importants. Voilà, je pourrais aller plus loin et peut-être un mot quand même dans les missions importantes et aussi dans j'allais dire non pas l'héritage, mais le passage de relais d'Alenvie, les infras.
Donc Thierry Caquet a bien présenté tout à l'heure tout ce travail qui a été fait. Et je salue, puisque j'avais la chance, après d'autres, de le vice-président en charge des infrastructures, le travail assez énorme qui a été fait, y compris sans moyens financiers directs, malheureusement, parce qu'on n'a pas eu assez de moyens sur le financement des infrastructures dans le champ de l'environnement. Il y a eu quand même un très beau travail qui a été fait, et ça, on aura vraiment intérêt à le poursuivre. Donc il faudra qu'on discute comment on le fait, puisque je n'ai pas parlé de la gouvernance. Mais s'il y a une image à dissiper aujourd'hui, c'est qu'il y aurait un chef de file qui dirigerait l'agence de programme. Si INRAE porte une agence de programme, la gouvernance, elle sera complètement inclusive. Nous, on imagine qu'elle soit à parité, c'est un peu symbolique, composée au niveau du conseil d'orientation, d'organismes de recherche, d'universités et d'écoles, puisqu'on sera très attentif, évidemment, à ce lien avec la formation. On sera dans le conseil d'orientation. Ce qu'on propose, c'est d'être très ouvert. Donc, il n'y aura pas de décision prise par INRAE sans qu'elles aient été discutées, validées par le board. Et si on a ensuite des comités thématiques, il y en aura forcément, parce que le périmètre pressenti est large, c'est des comités techniques qui, pour partie, pourront s'inspirer ou reprendre, pas forcément exactement le même champ que les groupes de travail d'Alenvie, mais dans un certain nombre de cas, qui pourront reprendre le travail qui a été fait. Ce qui a été dit sur les risques n'intéressera pas que notre agence de programme, mais il sera très important pour notre agence de programme. Et c'est vrai sur l'eau. L'eau ne se limite pas au champ de l'agence de programme qu'on pourrait porter, mais elle sera très importante pour nous. Donc on essaiera de faire vivre ça, et ça sera, je pense, notre premier enjeu. Alors moi j'ai 2 questions, mais rapides. Vous avez parlé de gouvernance, donc quid des parties prenantes? Ouais. Alors, les parties prenantes, c'est vrai que c'est... alors, je vais aller dire, chacun a l'impression que c'est très important dans son secteur. Donc, nous, INRAE, on a l'impression que les parties prenantes... nous, on a des parties prenantes avec... on a des partenariats qui vont de France Nature Environnement à l'association des consommateurs, du cadre de vie, à des entreprises du secteur de l'environnement ou de l'agriculture, bien sûr, de l'agroalimentaire, de la bioéconomie. Les collectivités locales. On est parmi les organismes de recherche et peut-être les plus impliqués sur les sciences et recherches participatives, et puis très impliqués aussi sur l'appui aux politiques publiques. Donc on travaille beaucoup avec le ministère de la Transition écologique, maintenant avec le ministère de la Santé, évidemment avec le ministère de l'Agriculture. Et donc la question des parties prenantes, qu'elles soient socio-économiques, qu'elles soient collectivités publiques, ou citoyenne, elle sera majeure. Donc ce qu'on a proposé, c'est qu'il y ait un comité des parties prenantes où on puisse avoir ce qui n'existait pas forcément, ce qui existe dans certains organismes, mais pas dans l'Alliance, à l'envie d'avoir un comité des parties prenantes, justement pour qu'on soit aussi en open science. Et puisse être associé à l'élaboration des programmes aux choix qui seront faits. Alors, et puis j'ai encore une deuxième question avant de laisser la parole à Nicolas Renaud, mais c'est parce que ça va glisser en fait. C'est que vous avez parlé, donc Nicolas Renaud, Nicolas Arnaud va nous présenter dans 2 minutes les contours de l'agence qui pourrait être opérée par le CNRS. Et donc, je vais lui demander de préciser un petit peu les thématiques, mais avant de glisser sur les thématiques de cette future agence de programme, quand vous parlez de ressources naturelles, à l'INRAE, dans la future agence de programme INRAE, ressources naturelles, ça veut dire quoi? Celles qui sont associées au continuum, au nexus de l'agriculture, de l'alimentation, de la santé et de l'environnement. Nous, ce qu'on a envie de porter dans ce message-là, et tant mieux si les pouvoirs publics s'intéressent à ce périmètre, évidemment. Et ça, je comprends qu'il y a de la frustration un peu dans la communauté scientifique. Le périmètre pressenti des agences ne couvre pas 100% des enjeux de recherche de la France et du monde. Donc ça n'a pas été dit clairement, mais de fait, c'est ça. Donc il y a des impulsions qui sont données, des éclairages qui sont donnés sur des champs. Nous, on est plutôt contents que ce nexus-là, qui nous paraît critique sur l'avenir de la planète, l'alimentation des 9 à 10 milliards d'habitants en 2050 n'est, comme vous le savez, pas gagnée. Elle est très connectée à la question de l'eau, elle est très connectée à la question des sols, elle est très connectée au sujet de démographie. Elle a beaucoup besoin de sciences sociales, donc c'est un enjeu majeur qui a été peut-être un peu longtemps considéré comme sectoriel, la recherche agricole. Voilà. Et ça, c'était il y a très 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 longtemps. Le périmètre de l'INRA, ça fait longtemps que ça ne l'est plus, et encore moins d'INRAE. Donc du coup, ce champ-là, il est important, et on va essayer de le faire vivre
de façon sans silo, puisque c'est une métaphore agricole, les silos où on stocke les céréales. Et donc, on voit bien que les choses ne se passent pas là-dedans. Mais évidemment, dans l'interdisciplinarité, de temps en temps, ça explose les silos, d'ailleurs. Il faut faire attention. Quand il y a trop de poussière, à un moment donné, donc il ne faut vraiment pas qu'il y ait de poussière non plus dans la science pour pas que ça explose. Et donc, on va travailler le plus possible, et de la chaleur, ça, il peut y en avoir, avec le changement climatique. Voilà. Alors, Nicolas Arnaud, donc les contours de la future agence qui pourrait être opérée, celle qui est donc dans le champ d'Alenvi, Alors, difficile de passer après un exposé aussi brillant, complet sur les agences. Je pense que tu seras certainement l'auteur du prochain rapport qu'on n'appellera pas Gilet, mais qu'on appellera Mauguin. Je ne vais pas passer par l'INSU. Et je dois le reconnaître, c'est quand même une faiblesse. Ah, il est fort, il est très fort. Bonjour à toutes et tous. Peut-être reprendre un des derniers éléments sur lequel Philippe discutait à l'époque, enfin il y a quelques minutes. Il est vrai que les agences n'ont pas pour vocation de couvrir l'ensemble du champ scientifique de nos différents opérateurs en France, organismes, universités, écoles, etc. Mais je crois qu'il faut vraiment, et c'est en cela que le rappel de la ministre, s'il était encore nécessaire, est pertinent. Les organismes de recherche, les universités, l'ensemble des opérateurs de recherche restent évidemment les acteurs clés de la définition d'un certain nombre d'émergences, de champs de demain, de la couverture, qu'on espère la plus exhaustive possible, du domaine scientifique. Et donc les agences, elles sont là pour appuyer les priorités de l'État, celles de France 2030 pour l'instant, qui ont été définies sur un certain nombre de champs qui semblent essentiels pour l'État de décliner dans sa politique scientifique, mais aussi sa politique d'innovation, mais aussi un certain nombre de politiques territoriales. Et donc c'est dans ce cadre-là que s'inscrivent les agences. Alors, au départ, c'est vrai que le CNRS, par son périmètre, par sa pluridisciplinarité, mais aussi par son périmètre, n'était pas forcément demandeur d'une agence, au sens où je pense qu'on se serait senti aussi pertinent et confortable dans la contribution à un certain nombre de thématiques qui étaient traitées par ailleurs. Mais c'est vrai que dans la discussion, et c'est finalement notre premier moment de réflexion au sein du CNRS, il est vrai qu'il y a un champ sur lequel le CNRS est, on va dire, particulièrement efficace dans son activité et déjà de coordination, c'est celui du climat au sens large, c'est-à-dire à la fois du changement climatique mais aussi de ses impacts. Il n'est bien sûr pas seul à le faire, mais c'est vrai qu'il y a au CNRS, autour de la machine climatique et autour des impacts et de la rétroaction avec les socio-écosystèmes, quelque chose qui fait sens de le donner, encore une fois, en animation, en coordination au CNRS. Et lorsqu'on a pris cette réflexion au CNRS et qu'on a essayé de regarder comment on pouvait finalement la décliner, on s'est dit, et j'en reviens à ce que disait tout à l'heure Agathe Ezen, on s'est dit que la question de la machine climatique en elle-même, elle est pertinente, mais que maintenant, vraisemblablement, la question se pose beaucoup plus au sens de l'atténuation et de l'adaptation, donc des questions de transition dans la société, et que cette question de changement climatique, elle pouvait difficilement être totalement découplée de la question de la biodiversité, même si cette question de la biodiversité n'est pas exclusivement liée au changement climatique, loin de là, et surtout qu'elle pouvait difficilement être séparée finalement d'une réflexion des sciences humaines et sociales sur cette question des socio-écosystèmes, soumis à ce changement, mais également facteurs du changement. Et c'est comme ça qu'est née l'idée que si le CNRS pouvait offrir à l'ensemble de la communauté une réflexion collective, un lieu de coordination et de réflexion, c'était plutôt sur le champ qui est climat, biodiversité et société durable. Et là, je voudrais vraiment faire témoin que les discussions qu'on a entre nous, elles ne visent pas à poser des barrières, à poser des frontières, et puis chacun à se définir après carré. C'est comment, à partir de ce que nous sommes les uns et les autres, même si bien sûr il y aura une séparation stricte entre les opérateurs et l'agence, comment on pense qu'on peut apporter quelque chose à l'ensemble de la communauté par une coordination sur des champs spécifiques. Et c'est comme ça que naît au CNRS, finalement, le continuum qui va de oui, changement climatique, climat, mais également question de la biodiversité en lien avec ça, et la question des sociétés durables. Donc ça, c'est la première réflexion. Alors, une fois qu'on dit ça, évidemment, on imagine bien, et c'est quelque chose sur lequel Philippe également
discuté tout à l'heure. On sent bien que vu le périmètre de ces agences, vu la surface thématique qu'elles couvrent, vu l'ensemble des acteurs qu'elles vont devoir impliquer, on va devoir travailler entre nous sur un grain sur un grain un petit peu en dessous. D'où l'idée qu'on avait portée au CNRS, on la reprendra peut-être entre nous plus tard, que finalement il y a un certain nombre de piliers qu'on va devoir forcément partager entre nous. Philippe parlait du pilier ressources, qu'on parle de ressources en sol, de ressources en eau, de ressources énergétiques. Il y a un continuum évident à travers la question du nexus eau, alimentation, santé, et je rajoute climat, et je rajoute socio-écosystème, etc. Et donc, il va falloir qu'on travaille évidemment entre nous. Il y a et on le voyait tout à l'heure avec l'exposé sur IRIMA, autour de la question des risques, en fait, une approche beaucoup plus systémique. Et donc, il y a forcément quelque chose autour d'un pilier risque, c'est-à-dire qui va bien de l'aléa multiple jusqu'à la vulnérabilité diverse, et donc l'ensemble de la chaîne de valeur autour de ça. Donc, évidemment, un pilier autour des risques, il devra être abordé par plusieurs agences et on devra travailler également à ces niveaux-là. Il y a forcément quelque chose autour de la biodiversité, de l'évolution, de l'adaptation biologique qui fait la force d'un certain nombre de nos dynamiques au CNRS, sur le fonctionnement des écosystèmes. Et puis, sur l'aspect société durable, il y a forcément quelque chose autour de la perception et de l'appréhension de ces enjeux-là, qui déjà en soi détermine la façon dont une société est prête ou pas à faire des transitions. Et puis ensuite, comment finalement les comportements, les modes de vie sont un obstacle ou un appui à la transition. Donc autour de ces piliers-là, appelons-les comme on veut, le CNRS est prêt à coordonner quelque chose, mais évidemment chacun des piliers sera co-construit avec l'ensemble des autres acteurs. Et puis pour ne pas être trop long, je dirais que, et finalement, là je reprendrai ce que disait Philippe, mais sous une autre forme. Finalement, à travers ce que j'ai dit, sur ce continuum, le CNRS se donne une vocation qui est de continuer à pousser avec les autres partenaires l'idée de ces sciences de la durabilité. C'est-à-dire la façon dont il faut aller au-delà, Agathe le disait tout à l'heure, des spécificités intrinsèques à chacun de nos organismes plutôt disciplinaires pour continuer à pousser, parce que cette émergence de l'interdisciplinaire, cette co-construction des paradigmes, des outils, etc., elle n'est pas naturelle. Si on lâche, si on laisse retomber l'énergie, alors chacun a tendance à re-rentrer dans sa zone de confort disciplinaire, etc. Donc il y a une vraie vocation là-dessus. Puis il y a une vocation finalement de fonctionnement, et là je dirais que quelque part l'expérience acquise, notamment à l'INSU, au CNRS, est assez porteuse de ça. Il y a une volonté d'agilité, d'inclusivité et d'ouverture. D'agilité parce qu'il faut qu'on évite de réinventer tous des usines à gaz, et donc il va falloir trouver la façon dont on organise en dessous un fonctionnement qui est intéressant, et je pense qu'à Allenvie par exemple la façon dont marchait le CPS, et dont on avait d'ailleurs commencé à revoir le CPS, était plutôt une bonne idée. L'inclusivité. Donc le CPS c'était le comité de programmation scientifique. Voilà. Et qui était à la fois inclusif, relativement agile, etc. Cette notion d'inclusivité, elle est extrêmement importante. On a parlé tout à l'heure des porteurs d'enjeux. Mais évidemment, une des clés de nos agences sur ces grands enjeux nationaux portés par l'État, c'est d'arriver à un moment à passer de la recherche à l'action. Comment nous coordonner entre nous pour produire la meilleure recherche possible, parce que c'est notre objectif premier, c'est notre mission. Mais nous avons une raison d'être qui est à un moment d'éclairer le chemin par cette connaissance scientifique. Et donc, comment on passe de la recherche à l'action? Et donc ça ne se fait pas sans impliquer l'ensemble des porteurs d'enjeux, y compris les porteurs d'enjeux territoriaux, les organisations non gouvernementales, les ensembles structurés d'acteurs, qu'ils soient professionnels ou en public. Inclusif également avec les universités, et pas seulement sur le volet recherche, parce que les universités sont de grands acteurs évidemment de la recherche, et donc il n'y a pas que sur la formation, même si bien sûr cette mission formation, elle vous appartient beaucoup plus qu'aux organismes, et donc on devra particulièrement travailler là-dessus. Et puis ouverture, parce que, on l'a dit de multiples fois, mais il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels on n'a pas vraiment progressé. J'en prendrai qu'un seul, le lien environnement-santé qui était tout à l'heure déjà énoncé. On sait qu'on a énormément de progrès à faire là-dessus. On a eu du mal par rapport à l'alliance Avicen. Ça sera sans doute pas plus facile encore avec les agences hautes, parce qu'elles sont aussi culturellement différentes, c'est d'autres acteurs. Mais on a quelque chose de majeur à jouer là-dessus.
pour terminer sur les infrastructures par exemple, le fait de pouvoir sur un certain nombre de territoires, dans des lieux clés, arriver à coordonner nos observatoires de l'environnement au sens large, nos infrastructures de recherche en environnement, avec par exemple les cohortes qui sont construites en sciences humaines et sociales, mais aussi dans les domaines de la santé, ça va devenir quelque chose d'essentiel pour construire au moins une fois, quelque part, ces observatoires complètement synergétiques, complètement inclusifs que l'on veut entendre. Voilà, donc pour terminer, le CNRS, il porte cette double vocation, continuer à stimuler la communauté, à coordonner ses efforts pour que on continue à construire ce paradigme de la science de la durabilité dans une triple ambition qui est certes vraiment de l'agilité, de l'inclusivité et de l'ouverture. Merci pour cette vision claire. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Gilles Roussel. Donc, alors là encore, je vais revenir au rapport Gillet. Donc, dans le nouveau paysage de l'enseignement supérieur et de la recherche, les universités vont avoir à jouer un rôle essentiel pour articuler la vision stratégique nationale de l'innovation avec l'agilité locale. Par ailleurs, vous avez toujours vos missions de formation dont on voit bien qu'elles préoccupent, puisqu'effectivement, si on ne fait pas la formation initiale, on n'aura pas les chercheurs derrière. Donc, je vais peut-être vous laisser, donc vous, comment, en tant qu'université, vous voyez cette transition et cette coopération? Comment vous pensez être associé? C'est-à-dire, quelle place pour vous dans l'élaboration de la politique, ce qui va contribuer quelque part à la politique nationale de recherche, à travers les agences de programme? Merci. Bonjour à toutes et à tous déjà. Déjà, vous remarquerez que je suis le seul à ne pas avoir de titre au sein d'Alenvi, donc je suis moi-même pas directement vice-président ou président au sein d'Alenvi, et donc je parle en tant que représentant de France Université au sein de l'Alliance Alenvi, et moi-même je suis président d'une université qui est l'université Gustave Eiffel. Alors peut-être pour ceux qui connaissent pas, ça m'intéresse, je suis ravi d'être là aujourd'hui parce que voilà, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on m'a sollicité, c'est parce que voilà, mon université est un peu particulière, elle s'est donnée comme thématique particulière, c'est celle des villes de demain, et en plus elle est issue d'une fusion entre un organisme de recherche et une université, donc voilà, j'ai une vision un peu multiple des choses. Et donc à ce titre-là et au titre de France Université, je suis ravi d'être présent. Première chose que je voudrais dire, et même si toutes les alliances sont différentes, c'est que les alliances, elles ont quand même apporté quelque chose dans le paysage de l'enseignement supérieur et de la recherche français. François l'a dit tout à l'heure, et je pense qu'on peut remercier quand même l'ensemble des acteurs sans être attaché et accroché au fait de conserver ces alliances. Je pense qu'il faut reconnaître qu'elles ont amené quelque chose. C'est peut-être un moment de passage, mais c'est important de remercier tous les acteurs qui l'ont fait, souvent de façon plus ou moins bénévole, comme ça a été dit tout à l'heure. Donc merci à toutes les personnes qui se sont engagées dans ce projet. Première chose que je voulais évoquer, c'est que les alliances, et François l'a dit tout à l'heure, ils ont amené quelque chose sur la dimension articulation des différents acteurs, sur l'aspect, on va dire, gestion de la recherche, mise en commun, nécessité de faire travailler les différents acteurs, les mettre tous autour de la table d'un point de vue institutionnel. On est loin des questions de recherche, mais c'était pas l'habitude avant. Et je pense que là, les alliances, elles ont vraiment réussi quelque chose, à mettre les organismes, mais aussi les universités autour de la table, et de faire un collectif qui travaille sur des sujets, et notamment au sein d'Alenvi autour des questions d'environnement, qui est un sujet complexe. Donc ça, c'est le premier point que je voulais dire. France Université était attachée et reste très heureuse d'avoir participé activement à l'action des alliances et à les avoir soutenues pendant près de 10 ans. Le deuxième point que je voulais évoquer, c'est assez rapidement également, c'est qu'au-delà, et ça a déjà été dit, donc là où de cette question de l'organisation de la recherche, où à mon sens Alenvi et les autres alliances ont parfaitement réussi, il y a la question scientifique. C'est pas la même chose d'organiser la recherche et d'avoir les questions scientifiques. Est-ce qu'elles ont amené les alliances? C'est cette idée que la réflexion scientifique sur des thématiques telles que celle de l'environnement nécessitait d'avoir des approches systémiques. Et que là, le fait d'avoir mis ensemble l'ensemble de ces acteurs, d'avoir acté le fait que l'environnement, ce n'était pas une discipline, mais qu'il fallait mettre autour de la table un certain nombre d'acteurs, je pense que c'est quelque chose qui a été apporté par les alliances. Ça a été dit tout à l'heure, on n'est peut-être pas allé assez loin, même s'il y a eu des choses qu'on était censé travailler sur la programmation de l'ANR et d'orienter. Il y a probablement énormément de choses en termes de prospective, comme l'a dit Philippe, au niveau international, en termes
termes d'accompagnement des réflexions autour de ces questions systémiques, en tant que travail inter-alliance ou inter-agence dans le futur. Il y a vraiment énormément de choses à avancer, mais ça, je pense que c'est un élément qu'il faut vraiment mettre en avant. Il y a la question institutionnelle, mais il y a la question scientifique, c'est celle-ci qui est fondamentale, et c'est pour ça que les agences vont travailler. C'est pas uniquement pour nous arriver à ce qu'on travaille entre nous, mais aussi pour faire en sorte que les questions scientifiques soient traitées et bien orientées. Là-dessus, je voudrais en tant que informaticien dire aussi quelque chose. Je pense que on s'est beaucoup appuyé sur les personnes, et j'y reviendrai tout à l'heure, peut-être sur cette question des personnes qui sont impliquées dans les alliances et à l'avenir dans les agences. Mais je pense qu'il faut s'appuyer aussi sur les outils numériques. On est à un moment où on a tout un tas d'outils, de l'IA qui est en train de... Et je pense que pour ces questions d'agence, pour ces questions de prospective, pour ces questions d'émergence, je pense qu'il faut vraiment qu'on s'appuie au moins autant sur les humains que sur des outils numériques qui peuvent nous aider dans ces dimensions-là pour détecter les émergences, pour détecter un tas de sujets. On a une UMR en commun avec Philippe qui s'intéresse aux questions d'innovation. Je pense qu'il faut prendre exemple sur ce type d'initiative pour essayer d'éclairer ou de préparer le travail de ces agences. Le dernier point qui me semblait important des alliances, c'était la question des moyens. Alors bon, on a tout un tas de débats dans les universités sur le fait est-ce qu'il faut des moyens qui sont des choses récurrentes ou des choses appel à projet. Je crois qu'on a dépassé cette question-là. Bien sûr, il y en a besoin de moyens pour soutenir l'action quotidienne et alors de moyens entre guillemets récurrents pour nos équipes de recherche, parce qu'on sait tous que c'est avec ces moyens-là qu'on fait de la recherche de long terme et qu'on a besoin de ces moyens-là. Mais on est aussi tous d'accord qu'on a besoin d'appel à projet et de soutien sur des actions spécifiques. Et la question aujourd'hui, c'est pas tant celle de est-ce qu'il faut l'un ou l'autre, il faut les deux. La question, c'est quel est le gâteau qu'on a et quel est l'espace dans lequel, et c'est la proportion, c'est pas tellement important. Si on n'a pas beaucoup de moyens, les deux ne marcheront pas. Et donc la vraie question aujourd'hui, c'est quels moyens pour ces agences et pour ces alliances. Les alliances, jusqu'à présent, elles n'avaient pas tellement de moyens, elles avaient une capacité à normalement programmer les ANR. La vraie question qu'il y a aujourd'hui, c'est quels sont les moyens qu'on va avoir avec des choses qui ont été programmées, alors plus ou moins en lien avec les alliances autour des PEPR. Est-ce que c'est les seuls moyens qui vont être donnés? Est-ce que c'est ce mode de fonctionnement qui va perdurer? Moi, la vraie question que j'ai aujourd'hui en tant qu'université, c'est quels moyens pour ces agences et comment ces moyens-là vont être affectés et est-ce qu'ils vont être plus importants que les précédents? On peut espérer... En sachant que, comme ils l'ont dit quand même, comme la première table ronde l'a évoqué, sur la question des appels à projets entre les moyens alloués par l'État, par l'Union européenne et par la communauté internationale, on a des moyens pour faire de la recherche qui sont quand même significatifs. Il y a quand même un vrai sujet sur l'animation de la recherche et sur l'administration de la recherche et je crois que les universités le vivent particulièrement. C'est-à-dire que c'est peut-être là où, côté ITA et autres, c'est peut-être plus... Mais je pense qu'il y a un enjeu autour de ces moyens, d'être capable de lier justement cette gouvernance. On est tous d'accord entre nous pour dire c'est vers là qu'il faut aller. On est tous d'accord d'un point de vue scientifique pour nous dire vers où il faut aller. Et donc on est tous d'accord pour porter ensemble des demandes de moyens sur tel ou tel sujet. C'est ça ce que je voulais. C'est vers là que je voulais arriver. Et donc l'enjeu qu'on a aujourd'hui, c'est d'arriver à lier gouvernance, scientifique et moyens pour aller tous dans la même direction et que ces moyens soient utilisés de manière utile et coordonnée entre les différents acteurs. Donc ça, je n'ai pas tellement parlé des universités jusqu'à présent. En quoi les universités, elles ont un rôle à jouer? Alors ça a été dit tout à l'heure, les universités, c'est la proximité avec les territoires et le lien du triptyque, alors nous on parle de triptyque, formation, recherche et innovation en lien avec les territoires. Et je pense que les universités, dans ce cadre-là, elles ont quelque chose à amener. Alors on a évoqué tout à l'heure la formation. Je pense que, d'une part, le transfert des connaissances, ça passe par la formation. L'innovation, ça passe par la formation. L'accompagnement de l'innovation, ça passe par la formation. Et donc sur ce point de vue-là, les universités, dans le cadre des agences, elles ont cette mission-là clairement positionnée. La question de la recherche, elle est largement partagée.
J'insisterai sur la question de l'innovation. En tant qu'université Gustave Eiffel, je vois bien la différence du rôle entre un rôle national et un rôle local et la nécessité de faire le lien avec le terrain et d'arriver à accompagner les chercheurs au plus près des laboratoires, qui est différent du rôle national, qui est celui d'avoir un regard un peu transversal, d'être en capacité de mettre en relation, de partager les bonnes pratiques. Et donc là, on a aussi un rôle, à mon avis, pour les agences, de bien articuler ce qui se passe au niveau local, au niveau des territoires, de ce qui se passe au niveau national, sans essayer les uns les autres de dire l'un est mieux que l'autre. C'est une coordination là aussi dont on a besoin sur les territoires. Un autre point sur lequel je voulais insister en tant qu'université, c'est la question des infrastructures de recherche. Je pense que les agences ont un rôle à jouer dans ce domaine-là. Aujourd'hui, on ne peut pas penser la recherche sans les questions d'infrastructure. Alors bien sûr, les grandes infrastructures de recherche, mais aussi les moyennes. Là aussi, on rejoint la question du financement et la question de la coordination au niveau national. Je pense qu'il y a un vrai rôle et probablement qu'on ne l'a pas assez mis en avant et la nécessité de, peut-être dans les futures agences, d'avoir un vrai rôle dans cette dimension-là avec les universités et avec les territoires. Et enfin, le troisième point sur lequel je voulais insister, c'est celui de l'appui à l'action publique. Dans la reconnaissance qu'on a en tant que chercheur aujourd'hui, et on a besoin d'aller plus vers la question de l'appui aux politiques publiques. Alors on travaille notamment avec les organismes pour avancer sur ces questions-là. Je pense que les alliances doivent se poser cette question de la même façon que l'innovation. L'innovation, c'est le transfert de la recherche vers le monde économique applicatif. L'appui aux politiques publiques et l'appui à l'action publique en général, c'est aussi un élément sur lequel il y a un maillon qui manque et sur lequel il faut vraiment qu'on travaille, de la recherche vers l'action publique, l'éclairage de l'action politique, de l'action sur les territoires. Et là, il y a une articulation entre les universités qui sont directement sur les territoires et qui sont capables, en lien avec les territoires, de faire ce lien entre l'action publique quand on a des travaux de recherche et comment on les met en œuvre, comment on les insuffle au niveau des territoires. Je pense que là, les universités et une agence qui serait capable de porter des orientations au niveau national, cette articulation est extrêmement importante. Donc voilà les 3 points sur lesquels moi je voulais insister au-delà des 3 points qu'il faudrait avoir de notre point de vue France Université au niveau des agences, c'est expertise, pas expertise justement, c'est mon dernier point que je voulais évoquer, innovation, grands équipements et puis appui à l'action publique. Et je voulais terminer sur la question de l'expertise. Ça a été évoqué tout à l'heure dans la fin de la première table ronde. Je pense qu'on a une réflexion à mener ensemble sur qu'est-ce que c'est que l'expertise. Quand on est chercheur, on a une certaine expertise, mais on n'est pas nécessairement expert. Et ça veut pas, c'est pas du tout la même chose. Et ça a été évoqué à la fin de la dernière table ronde. Comment on reconnaît cet investissement, cette reconnaissance qu'on est expert, qu'on participe à cette dimension qui n'est pas la même chose que la production de la recherche, qui n'est pas la même chose que l'enseignement. Comment on reconnaît en France l'importance de l'expertise et que chacun ne veut pas se dire je suis expert dans les médias, dans d'autres choses. Comment on accompagne le fait que les chercheurs, les ingénieurs, les personnels de nos établissements deviennent des experts et accompagnent la question d'expertise qui est, à mon sens, essentielle pour la dimension de l'agence, des agences de programme. Voilà ce que je voulais dire ce matin. Merci. Je ne sais pas où est Valérie Verdier, mais peut-être le temps que Valérie Verdier... Je suis là. Bon, on vous entend. Alors, donc pour vous, il y avait 2 aspects qu'on devait voir avec vous. Le premier, c'était le bilan donc du groupe Europe Internationale et Sud. Et j'avais une question plus particulière pour vous en tant que, à la fois donc vice-présidente internationale et Sud et présidente de l'IRD. C'est comment comment on va mettre la science au service des objectifs de développement durable. Donc je ne sais pas dans quel sens vous voulez prendre les choses. Je ne sais pas si vous êtes bien installé. C'est un peu mieux. Je rappelle que la France a investi historiquement quand même dans la constitution d'une coopération scientifique et qu'on dispose
actuellement et aussi par les actions d'Alain Envie d'un avantage comparatif par rapport à d'autres partenaires européens et nos compétiteurs aussi stratégiques. Donc la recherche pour le développement durable en France, elle peut vraiment s'appuyer sur un dispositif unique avec la présence, comme ça vient d'être dit d'ailleurs par M. Roussel, d'une présence de l'enseignement supérieur et de la recherche française dans l'ensemble sur le territoire et dans les bassins océaniques, nos territoires d'outre-mer en l'occurrence. Et donc c'est tout ce tissu en fait, ce réseau qu'on a tissé par les différents organismes de recherche qui font que la France est dans une position quand même assez remarquable d'un point de vue de la coopération et de la projection internationale, notamment au Sud. Les conclusions du rapport Gillet reprennent aussi elles-mêmes, ils soulignent que la recherche pour le développement, elle nécessite aussi une vision prospective et la mise en place d'une stratégie qui doit être coordonnée au niveau national. Et c'est en cela que des organismes comme le nôtre, comme l'IRD, je pense aussi au CIRAD, avec qui on a échangé en préalable, on a des attentes fortes sur cette prospection internationale sud de la recherche pour le développement au sein des différentes agences. Donc j'ai eu l'occasion, moi, d'échanger avec notamment Philippe et aussi avec Antoine Petit au CNRS. On est bien d'accord aussi sur le besoin dans ces futures agences de conserver, en tout cas d'animer cette prospective internationale sud. La science pour les objectifs du développement durable, elle est nécessairement interdisciplinaire et holistique. Et donc, il faut peut-être souligner que ces problématiques d'avancer sur la recherche pour le développement, elle est relativement absente, en tout cas de ce que j'ai lu, moi, dans les documents qui nous ont été présentés, elle est relativement absente, cette problématique, dans les agences de programme. Donc, la question, c'est un petit peu où est-ce que dans ces agences, on va discuter de ces thématiques de recherche pour le développement, quel sera l'espace de discussion. Il ne faut pas oublier, comme ça a été dit aussi, que dans les alliances, à partir des alliances ont émergé certains PEPR, comme cela a été dit, et que le rôle de l'IRD, comme d'autres organismes comme le CIRAD, a été d'ouvrir aussi ces PEPR vers l'international sud. Et ça fonctionne. On le voit par exemple sur le PEPR dans le domaine de la santé présente, mais sur beaucoup d'autres PEPR. Donc c'est un rôle, je dirais, de concertation et de coordination qu'il faut absolument préserver et faire fructifier. Eh bien, merci beaucoup. Et je vous dis, là, on vous entend parfaitement, donc on continue. Mais Philippe Mauguin avait envie de vous répondre sur cette... Oui, pour rebondir sur ce que disait Valérie et que je salue à distance, qu'on t'a bien entendu sur le message. Effectivement, on a discuté ensemble de la façon d'avoir cette mobilisation de la recherche pour et avec le Sud. Donc nous, on est d'ailleurs très engagés avec le CIRAD et aussi l'IRD sur les partenariats avec les partenaires en Afrique sur la transition écologique. Mais là, on change d'échelle, puisque si on le fait au niveau de l'agence de programme, ça sera avec toute la communauté scientifique et avec tous les Suds. La durabilité, je dirais pas qu'on l'a... Alors, on n'a peut-être pas cité à tort explicitement les ODD dans les feuilles de route des agences, mais quand on se positionne, et encore si, me dit Carole, si, ils sont cités, mais au-delà de les citer, parce qu'on pourrait dire, oui, on les cite pour dire qu'on a coché la case, la vision qui pourrait nous être confiée, c'est l'agriculture durable, l'alimentation durable, la forêt durable, dans leur relation avec les changements globaux. Oui, donc, la question de durabilité n'est pas absente. Je voudrais juste faire ce rappel systématique qui me paraît essentiel, parce que j'ai constaté, quand j'ai coordonné la première réponse de l'État français aux Nations Unies sur les ODD, que justement, le sujet, c'est qu'attention, on ne peut pas atteindre un objectif en portant atteinte à un autre. Et que donc, quand bien même on a, parce que je me souviens quand même du ministère à l'époque qui disait, alors l'agriculture, vous prenez l'ODD 1, enfin, nourrir le monde, etc. Et la santé, vous prenez... C'est pas le cas de ce qu'on propose du tout. Donc, et d'ailleurs, ils sont liés, les ODD. Oui, mais on le sait. Enfin, Stéphanie, merci de le rappeler. Mais enfin, je pense et j'espère que dans la salle et au-delà de la salle de ceux qui nous écoutent, ils n'ont pas de doute là-dessus. Donc, on leur fera pas l'insulte de penser qu'on n'est pas complètement embarqué là-dessus, heureusement.
Sinon, ce n'est pas la peine de continuer de travailler sur la science en général. Donc non, c'est complètement embarqué. Après, et d'ailleurs, je crois, on avait regardé sur les repérages Elsevier que INRAE, dans sa nouvelle composante, après la fusion INRAE-IRSTEA, est devenu un des premiers, dans les 10 premiers organismes de recherche qui sont concrètement engagés en publication sur les objectifs du développement durable. Donc on est convaincu de ça. Après, on a la question qui est posée par Valérie et la proposition qu'elle nous fait d'assurer une forme de continuité, puisqu'on l'a déjà dit avec Nicolas, mais c'était déjà le cas dans les alliances. Il n'y avait pas une seule alliance. Sciences de la durabilité, il y avait plusieurs alliances thématiques. Il n'y aura pas une seule agence, demain il y en aura plusieurs. Et donc c'est vrai que c'est important qu'on ait et des continuités thématiques, comme on l'a dit, sur la biodiversité par exemple, sur le climat, sur les risques ou sur l'eau, mais ça sera important et grâce à l'apport de l'IRD et du CIRAD, nous, on imagine avoir un groupe de travail thématique là-dessus. Peut-être Nicolas ? Peut-être je peux rebondir, Stéphanie ? Oui, et on vous entend parfaitement, tout va bien. Il faut rappeler que les ODD, ils ont été fortement portés par la France dans une logique toujours d'une science très articulée et inclusive. Donc c'est une position que nous, on a fortement soutenue à l'IRD. Donc il faut qu'on poursuive ces actions dans un effort de transversalité et pas faire de l'ODD washing comme ça a pu être le cas par le passé. Mais je dirais le point essentiel, c'est quoi ? C'est qu'à travers ces futures agences, on augmente la visibilité et la coordination au niveau national, donc la visibilité aussi internationale de la France. Et des organismes comme le nôtre, comme l'IRD, on joue un rôle extrêmement important dans la diplomatie scientifique. Donc c'est là aussi où je dis, attention, très bien, mais n'oubliez pas qu'on a, nous, ces missions de porter la recherche pour le développement avec les pays qui sont les moins avancés. Moi, ce que je n'ai pas vu jusqu'à présent, c'est de réflexion par grande zone géographique. Il faut qu'on arrive à faire ces croisements aussi thématiques avec géographie et géographie au sud. Oui, bonjour Valérie, c'est Nicolas. Je suis content de t'entendre, même si je ne te vois pas. Je pense que ce que tu soulignes là, en définitive, finalement, met en exergue quelque chose qui est vraiment cette notion de coordination et pas de chef de file omnipotent sur un champ. Tout à l'heure, on parlait des ressources. Et il est évident que sur une question comme les ressources énergétiques, mais également les ressources en eau, même dans leur partie, on va dire, la plus amont de vraiment où est la ressource, comment on l'exploite, etc., il y a des interactions évidentes avec un acteur comme le BRGM, par exemple, qui est un acteur pertinent, fort sur ces enjeux-là, qui le porte aussi au niveau international, qui est très présent dans One Water, évidemment. Ce n'est pas à Dominique que je vais le dire, bien évidemment. Et moi, il me semble qu'il va falloir qu'on essaye de ne pas tomber dans le travers de créer une usine à gaz avec des agences, des sous-groupes, des piliers, chacun avec sa gouvernance, des machins, mais que grâce à l'effort notamment d'Alenvie, qui nous a mis en confiance les uns avec les autres, il n'y a pas que Alenvie, mais Alenvie y a contribué et on discute fréquemment les uns avec les autres, indépendamment même de ces questions d'agence ou d'alliance. Je crois que nous avons aussi la capacité à certains moments à déléguer entre nous quelqu'un qui prend l'animation d'une question particulière. Il y a les ODD, il y a la question des ressources en particulier en eau. On ne va pas être capable tous, et en particulier l'ONR coordinateur, non seulement n'a aucune pertinence, mais pas suffisamment de force pour tout porter. Et donc il va falloir qu'entre nous, nous soyons capables d'identifier, grâce aux agences, un certain nombre de thématiques ou d'actions qui nous semblent clés, autour des EDD, autour d'une approche systémique de telle ou telle ressource, etc. Et qu'on se confie les uns ou les autres une animation nationale qui devrait nous permettre justement d'être plus visible à l'international, etc. Dernier point sur lequel, à mon sens, on n'est pas beaucoup intervenu, mais sur lequel on va forcément devoir se poser la question. Les PEPR seront assez naturellement réintégrés dans les agences. Un certain nombre de PEPR sont d'ailleurs déjà nativement co-construits entre nous, la plupart. La plupart de ces PEPR, sur leur champ, ont déjà mis en place des comités des parties prenantes, des comités qui pensent à l'innovation, des comités qui parfois pensent à l'internationalisation d'un certain nombre d'actions. Comment tirer à l'intérieur des agences le maximum de force de ce qui existe déjà dans les PEPR
Et d'une certaine façon, je dirais, comment ramener les PEPR à ce qu'ils sont assez naturellement, c'est-à-dire aussi des outils de politique des différents opérateurs qui les ont mis en œuvre. Ce ne sont pas que des projets communautaires portés, etc. Moi, j'en veux pour preuve, à l'INSU, tous les PEPR ont été extrêmement top-down. Je le revendique parce qu'on a des perspectives, on les avait construits, on savait où on pouvait emmener les communautés, elles étaient prêtes à y répondre. Et je pense que ça vaut, en tout cas en partie, dans la réussite de ces PEPR. Mais donc, je crois qu'à travers les agences et la façon dont nous allons réintégrer intelligemment ces PEPR, il y a aussi là un certain nombre déjà de clés, un certain nombre d'outils sur lesquels nous pouvons construire sans avoir créé la poudre. Alors, je vais me tourner vers la salle pour les questions. Oui, je pensais que Nicolas allait le dire, mais bon, une réaction dans le chat en disant plus le sujet est pluridisciplinaire et plus il est compliqué de s'identifier à travers les agences. Et l'exemple qui est donné, c'est le polaire. Ouais. Alors, en fait, le polaire est un bon exemple de ce qu'on peut faire parce que il y a maintenant environ 18 mois, l'Alliance à l'envie, voyant en fait le besoin d'un lieu en France associant vraiment tous les acteurs autour des questions polaires pour construire une position scientifique commune, notamment pour aider la diplomatie française science-based sur les questions polaires, l'Alliance a décidé de créer un GT polaire qui permettait d'associer en particulier un certain nombre d'ONR, mais également d'universités qui travaillent sur le polaire. Et je crois que une partie des résultats acquis lors du One Planet Polar Summit qui s'est tenu la semaine dernière sous patronage du président de la République au MNHN et un certain nombre d'annonces et notamment la façon dont les communautés scientifiques ont eu, je pense, une réelle impulsion dans les prises de conscience et dans les décisions qui ont été annoncées vient du travail qui a été notamment fait par ce GT polaire, que je voudrais remercier ici, parce qu'il y a eu un travail très fort de constitution d'un certain nombre de priorités, de documents fondateurs, etc. Il en existait, mais je crois que l'existence, depuis 18 mois, de cette communauté structurée à l'intérieur du GT a permis d'être très réactif pour la préparation de ce One Polar Summit. À mon sens, il faudra qu'il y ait, à travers nos agences, et moi j'y pense à travers l'agence que coordonne le CNRS, quelque chose autour d'un pilier polaire. Nous devons avoir une approche là-dessus. Je ne vais pas faire injure à François de dire qu'il ne faudrait pas que l'océan soit oublié à travers ces différentes agences. Tout commence à terre, mais il y a quand même quelque chose dans l'océan qui semble important. Et on a eu ces discussions. Pour diverses raisons, il n'y a pas d'agence autour de l'océan. Mais il me semble évident que nous devons assurer une démarche synergique, générique autour de la question de l'océan. Alors, il y a eu d'autres questions, mais qui rejoignent ce que vous venez de dire, qui reviennent à la formation. Et justement, à la formation transversale, parce que là, on parle de la recherche polaire, mais il y a la formation à toutes ces thématiques qui sont plus ou moins interdisciplinaires. Et c'est là où les universités ont aussi leur responsabilité, je dirais. Et l'une des grandes difficultés, et là j'en parle en tant qu'universitaire, c'est d'amener les étudiants à cette sensibilité à l'interdisciplinarité. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui revient. Je ne sais pas si je peux répondre. Donc, il faut amener des étudiants des fois vers certaines disciplines. Hein. Donc déjà, on a déjà parfois une petite difficulté de ce point de vue-là, et ensuite les amener vers la discipline, mais aussi vers la recherche. Il y a aussi ce défaut d'attractivité. Hein. Donc, je remonte un peu en amont par rapport à la question. Donc, effectivement, les formations, c'est quand même comme on part quand même dans nos établissements de formation qui sont quand même disciplinaires et souvent d'organisations qui sont très disciplinaires. Dès qu'on veut aborder des sujets de façon interdisciplinaire, ça veut dire qu'il faut casser les silos. Là aussi, comme ça a été dit tout à l'heure, entre composantes de formation, entre formations et au-delà de la question des étudiants eux-mêmes, d'arriver à trouver au niveau de l'organisation d'une université le moyen de faire monter ces formations qui font appel à toutes les dimensions disciplinaires des sciences, allant des sciences humaines jusqu'aux sciences de l'ingénieur. Et ça, c'est pas facile. Et donc, à partir du moment où on a du mal à produire ce type de formation dans nos établissements, il est difficile aussi d'attirer des étudiants qui sont eux aussi dans un modèle disciplinaire de leur formation et plutôt en attente de réponse à des questions disciplinaires, d'un métier aujourd'hui de plus en plus. Et c'est souvent... Pardon ?
et les nouveaux métiers qui ne sont pas nécessairement totalement définis aujourd'hui. Donc cette question-là est effectivement très complexe et il faut qu'on arrive d'un point de vue organisationnel et d'un point de vue scientifique à faire émerger ce type de formation en introduisant des choses un peu plus tôt, il me semble, dès la licence dans la formation. Alors je crois que François Houllier voulait prendre la parole. Peut-être sur 2 points, puisque j'ai été interpellé sur l'océan, mais d'abord rebondir sur la formation. C'est une question qu'on a évoquée à plusieurs reprises dans le cadre du Conseil dans l'envie, sans être capable d'avancer sur le sujet. Et donc, je sous-estime pas l'importance du sujet. Je pense qu'il y a une vraie question. Joli défi pour les agences, si elles doivent se saisir de cette question, parce que, sincèrement, en tout cas, voilà, dans le cadre de l'envie, alors peut-être c'est un périmètre trop large pour le coup, mais la question a été évoquée à plusieurs reprises sans qu'on avance de façon radicale. Ce qui ne veut pas dire que les universités n'ont pas avancé. Hein. Ça veut dire que c'est dans ce cadre-là qu'on n'a pas été capable de faire le lien. Le lien se fait dans les territoires, comme l'a dit Gilles. Il se fait au titre du triptyque qu'il évoquait. Ça ne veut pas forcément dire qu'il se fait au niveau national. Et peut-être avant que tu passes à ton sujet océan, il y a effectivement une question là où les agences peuvent apporter quelque chose, et c'est sur la prospective scientifique et sur la capacité à dire il y a tel ou tel sujet et potentiellement tel ou tel métier aussi, qui est une autre question sur lesquelles les agences ne sont pas nécessairement aujourd'hui équipées pour faire, mais il y a peut-être une question aussi à poser de ce niveau-là. Et toujours pour rebondir, on est preneur d'une suggestion de France Université pour inclure ce champ dans la discussion des agences de programme. Ce n'est pas le cas encore. Alors, juste cet après-midi, on aura comme intervenant Gérard Blanchard, qui est vice-président de recherche de la région Nouvelle-Aquitaine et qui est l'ancien président de l'Université de La Rochelle. Et je pense qu'il va en parler. On finit sur l'océan peut-être. Non, juste un mot sur l'océan pour illustrer 2-3 réactions à des choses qui ont été dites. Moi, j'ai bien entendu ce qui a été dit sur les agences n'ont pas vocation à tout couvrir, mais à cibler un certain nombre de priorités. Et vous voyez bien qu'immédiatement, cette tension entre priorité et couverture thématique pose question et va interpeller les uns ou les autres. Donc ça, c'est immanquable. Bon. Quand on regarde le sujet sur l'océan, on voit aussi que, pour recommander des choses qui ont été évoquées à propos des silos, c'est qu'on a une sorte de tension entre 2 visions. Et on a utilisé les mots de toute façon tout à l'heure, en séquence. Ça va être inclusif, ouvert, intégratif, transversal, etc. Mais donc, 2 visions, et d'ailleurs c'est au cœur de discussions qui sont internationales actuellement sur l'océan. Il y a une vision intégrative. La France porte, quand je dis la France, c'est pas l'Ifremer, hein, la France porte aujourd'hui une vision en disant l'IPCC c'est génial, le GIEC c'est génial, l'IPBES c'est génial, mais ça ne nous fournit pas de vision intégrée de l'océan. Et nous en avons besoin d'une vision de ce type-là, adossée à la science. Donc, besoin d'une sorte d'intégration sur cet objet, parce qu'il est grand, etc., pour des tas de raisons. Et en même temps, on a besoin d'une vision très ouverte. C'est parce qu'effectivement, l'océan, ce sera l'océan vu de l'espace. Il va bien falloir travailler et continuer à travailler avec le CNES. Ça va être l'océan continuum terre-mer. C'est l'eau, ça a été évoqué tout à l'heure au titre de la mission Restore Ocean and Waters. C'est le lien à l'alimentation, complètement oublié quasiment tout le temps, sur la dimension, les protéines animales qui viennent de l'océan. Un sujet en général en gros occulté, c'est le lien au climat et la biodiversité pour des raisons évidentes, c'est le lien au risque, et puis c'est des développements technologiques et des industries qui se créent. Et donc on va avoir cette question, je pense, dans toutes les agences, qui va être à tout moment entre intégrée d'un côté parce que l'État a besoin d'une vision intégrative des recherches qui sont menées dans un domaine particulier, dans un secteur, et puis en même temps une vision forcément ouverte et systémique. Et donc cette question-là, elle est un peu au cœur des sujets qui peuvent se présenter. Et quand je regarde, moi, le sujet sur l'océan, je me dis, mais ce qui est intéressant, c'est la recherche, et ça a été très bien dit par Gilles tout à l'heure, et les usages de la recherche. Les usages de la recherche, c'est pour l'innovation, pour le transfert, pour les activités maritimes, par exemple, mais c'est aussi tout de l'appui à l'expertise publique. Et ces sujets-là, ils ne sont pas forcément, alors pour le coup, le lien à l'innovation, on a fait 2-3 trucs dans le cadre d'Allant Vie, dans le cadre du CVT, puis c'est d'ailleurs le seul qui est survécu. Donc c'était pas si mauvais que ça, donc ça un motif de fierté de ce point de vue-là, mais enfin voilà, on a fait des choses à l'échelle des moyens dont on disposait, mais l'expertise en appui aux politiques publiques, on a pratiquement peu fait de choses dans le cadre d'Allant Vie, donc il y a un véritable boulevard là, dans la matière. Et puis dernier point qui me vient à l'esprit, c'est, alors je reviendrai pas sur ce qui a été dit sur, si quand même, hein, infrastructure de recherche, et puis Europe et international, enfin
grand bien commun. Enfin, c'est pas le seul bien commun, l'océan, mais à quoi ça sert de faire des programmes nationaux sur un objet de ce type-là? Spontanément, la question, elle est souvent très, très, très globale. Mais pour terminer, c'est aussi dire, il va falloir être un peu économe dans les nouveaux dispositifs, effectivement, pas générer de la redondance sans fin. Il se trouve que nous, à l'Ifremer, on a déjà un comité des parties prenantes. Donc la question, c'est ce comité des parties prenantes de l'Ifremer, créé il y a maintenant 2-3 ans, est-ce qu'il est susceptible de servir à un cadre plus large? Le parangonnage, il se trouve qu'on a déjà fait faire un parangonnage international de qui fait de quoi sur l'océan. Il est déjà disponible. L'analyse de la cartographie des compétences en sciences et technologies marines, elle a été faite par le Comité national de la mer et du littoral. Donc il va falloir être très attentif à pas, dans tous ces dispositifs, à réinventer. Et c'est une forme d'inquiétude un peu systémique. Moi, j'en parle à propos de l'océan, mais voilà, il faudra être un peu... on peut dire qu'à l'envie, à certains égards, et ça a été bien évoqué, on fait des choses qui ne sont pas assez visibles ou un peu discrètes, des ressources. Ça a été très bien montré tout à l'heure dans la première table ronde. Mais alors, à l'inverse, là, on va peut-être faire des choses très visibles, mais qui vont s'empiler les unes sur les autres. Donc, je ne dis pas contre, là, hein, je dis juste un point d'attention, de vigilance. C'est vrai, je pense, dans tous les domaines qui ont pu être évoqués par les uns ou les autres. Alors, il y a une question là-bas. Moi, j'avais quand même une question parce que le sujet d'innovation a été vu. Philippe Mauguin, puisque Michel Rousseau, qui était la vice-préfète, je ne sais plus. Que devient à l'Envie Solutions, en 2 mots? Désolé, Gilles. Mais il faut en garder pour le buffet, quand même. Oui, à l'Envie Solutions, non, mais c'est vrai qu'il y a eu un beau travail qui a été fait aussi. On n'en a pas parlé ce matin et Michel avait raison de aussi passer ce témoin. Donc on aura, je pense notamment dans la veille scientifique, la veille stratégique, les enjeux sociétaux émergents, à garder ou à retrouver cette compétence et peut-être certains des groupes de travail qu'on avait dans le CVT Solutions. Et donc voilà, ça fait bien partie du take-home message, comme on dit en bon français, comme disait Thierry ce matin. Alors je crois qu'il y a des questions dans la salle. Oui, c'est encore la GADEC. Et non la GADEC, mais c'est pas grave. Oui, moi je revenais sur la formation. Donc on est quand même dans le cadre de la formation A et par la recherche, ou pour et par la recherche. Donc je pense qu'il y a un lien avec les alliances existe quelque part. Et on voit bien la structuration qui est en train de se mettre en place avec les IDEX et les ICIT qui ont les fameux projets SFRI. Alors je ne sais plus ce que ça veut dire exactement, mais ou les écoles universitaires de recherche. Donc ce lien existe. Donc c'est un élément. Pour ce qui est de la transdisciplinarité, une information, il existe désormais une licence qui s'appelle Sciences de la transition écologique et sociétale. Et il existe un master qui s'appelle Sciences de la durabilité, qui est pris par plusieurs universités, il doit être 5 ou 6. Il y a Pau, il y a Poitiers, il y a Nouvelle-Calédonie, il y a Reims, et ça continue. Donc cette possibilité de travailler sur le transdisciplinaire est en train de se mettre en place clairement. Et effectivement, ça n'est pas forcément toujours très simple, mais c'est en train de se mettre en place. Et par rapport aux compétences, sachez que c'est inscrit au fameux RNCP. Alors, ça ne dira peut-être pas grand-chose à ceux qui sont dans la salle. Registre national des compétences professionnelles. Donc, ce sont des métiers, ce sont des formations qui ont bien un lien avec des compétences professionnelles et qui seront, je dirais, mobilisées dans les entreprises ou dans les collectivités, peu importe. Mais il y aura des débouchés pour nos étudiants. Je ne sais pas si je dois répondre à ça, mais effectivement, l'enjeu, c'est aujourd'hui à la fois dans les programmes et dans la nomenclature et dans la visibilité qu'on donne à ces formations-là. Là, il y a une mention qui a été retenue, qui a été rajoutée, et je pense que j'y étais quand ça a été fait. Donc oui, ces choses-là existent. Pour autant, c'est pas le modèle classique dans nos établissements, et souvent, ça se heurte aux silos, voire aux composantes dans nos formations. Et moi, je voulais juste me permettre de rebondir, parce que et de prendre ma casquette Université Gustave Eiffel et nos questions de ville durable, et le fait que je porte aussi au sein de l'université un organisme de recherche, voilà, qui a fusionné avec mon ancien établissement. La question de la ville, elle porte exactement la même chose que celle des océans et des mers et de cette transversalité. Donc comment on fait sur des sujets qui me semblent essentiels pour
capitaliser sur ce qui existe déjà dans les ONR, plus spécialisés, ce qui existe aussi dans les ministères, parce qu'il y a aussi des choses qui sont faites dans les ministères, et ces agences de programme, c'est une vraie question pour éviter de refaire plusieurs fois la même chose. Voilà. Bon, je crois qu'on va... Y a-t-il encore d'autres questions? Bon, écoutez, peut-être un mot de conclusion. Vous voulez... Voilà, on va laisser quelques... Et puis Non, je crois donc les travaux reprennent à 14h30 après. Non, il n'y a pas de conclusion particulière. On va recommencer à 14h30, c'est ça? Voilà, donc on a un peu de temps. Et je pense que c'était bien d'avoir, l'échange qui y avait là permettait d'avoir une idée de ce qui est à la fois en gestation, d'un certain nombre de points d'attention particuliers. Voilà, donc non, rien de plus à ce stade. Je conclurai tout à l'heure. Ça suffira à mon bonheur. Stéphanie? C'est difficile de parler après notre président. Mais allez-y. C'est à distance, c'est pas facile de prendre la parole. Non, moi je voulais juste revenir sur un point, c'est que si on veut développer une recherche qui soit vraiment transformatrice, qui soit utile pour l'atteinte des objectifs du développement durable, et j'en reviens à cela, il faut et puis qu'on produise surtout des solutions qui répondent aux défis sociétaux, parce que Sierra d'IRD, on travaille nous là-dessus avec les pays qui ont des revenus faibles ou intermédiaires. Eh bien, je pense qu'on a vraiment besoin de travailler de manière très transversale aux agences et de vraiment porter cette voie d'une science qui apporte des solutions et qui apporte des solutions aussi aux pays qui en ont certainement très besoin. Et on a quand même une signature française unique de par nos différents ONR et on peut aussi s'appuyer sur les collectivités territoriales, comme ça a été dit, et notamment celles d'outre-mer qui ne sont pas représentées aujourd'hui, mais il ne faut pas, enfin je veux dire les universités ultramarines avec lesquelles aussi on tisse des liens forts et qui sont à l'articulation aussi avec les collectivités sur place et je veux dire l'application des solutions. Voilà, enfin c'est peut-être un petit peu confus ce que je dis, mais je pense qu'il faut en tout cas qu'on construise tous les opérateurs nationaux de la recherche qui sont impliqués dans ces agences, cette réflexion sur les objectifs de la recherche pour le développement durable. Et encore désolée de ne pas être avec vous, je vais peut-être essayer de venir pour la fin d'après-midi. Vous serez bienvenue. En tous les cas, un grand merci. Et donc, on a quand même bien entendu votre message.